Et ben voilà, on est bien. Le micro va bien, je viens de passer 3 minutes à essayer de le régler. Normalement, là, on est bien. Attendez, il faut que j'ai le retour du chat. Tac. Allez, on est bon. Ok, du coup, hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a débloqué et compris, en tout cas moi, pour ma part, j'ai fini par comprendre comment fonctionnait le système binaire. Du coup, je suis trop contente. En fait, je suis contente, je suis fière de moi dans le mode, ok, là, tu captais que dalle, et là, maintenant, t'as compris. Donc, en vrai, c'est trop, trop cool. Sauf que, la dernière fois que j'ai joué à Expédition 33, je crois que c'était vendredi soir ou jeudi soir, on a eu un raid et on a parlé en fait des lames de Damas. Et en fait, je sens que ça tourne dans ma tête et je suis en mode, bah en fait, là, moi, j'ai besoin de faire une pause juste pour comprendre. Juste pour comprendre, en fait, pour me dire, bah ok, mais en fait, les forgerons, comment ils fonctionnent? Et je sais qu'il y a de la physique là-dedans, et je sais qu'il y a plein de choses qui sont en lien, qui sont super intéressantes pour moi, qui vont au-delà de juste taper avec un marteau sur un métal en fusion, en fait. Donc, je me suis dit, eh bah, allez, feu, hein. De toute façon, c'est le thème des lives, on se couchera moins con, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionnait au niveau des forges, comment ça se passe au niveau des aciers, des alliages, des choses comme ça. Enfin, en gros, comment on forge une lame. Donc, je vais changer parce que j'ai des petites notes tac, dans mon téléphone. Je passe en gestionnaire de stream. On va pouvoir se lancer. Je vais armer de mon café et de mon modo préféré. On se met en position. Et puis, feu, hein. Ce qui serait vraiment le gros kiff pour moi, c'est d'avoir une personne en fait qui forge à côté de chez moi, pour que je puisse comprendre comment faire. Tu sais, que je puisse essayer et que je vois en fait en réel ce que ça donne. Après, peut-être que j'ai un peu une passion pour tout ce qui est un peu en fusion. Je sais pas vous, mais moi, par exemple, j'adore tout ce qui est souffleur de verre, ça me fascine. Toutes les vidéos que je peux trouver sur euh, le verre, le liquide, enfin, voilà. Passion, truc qui brûle. Ça va, toi, ton enfance? T'as des choses à nous raconter? Alors, on est là. Et maintenant, je trouve la bonne page. T'es en train de me dire que t'as foutu le bordel dans tous mes onglets? Il a foutu le bordel dans tous mes onglets. Alors, forgeron. Oh non, il m'a tout perdu. Bon, c'est pas grave, on va retrouver. On va retrouver. Ok, je suis sur le site Michel Vaillant, l'évolution de la forge, des origines ancestrales à l'artisanat moderne. Au niveau de la modo, est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que ça va? Ah, allez, parfait. Allez. La forge est une technique de fabrication qui remonte à l'Antiquité, qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité. Au fil des siècles, la forge a évolué pour s'adapter aux avancées technologiques et aux besoins de la société. Aujourd'hui, l'artisanat de la forge continue d'exister et de se développer, offrant des objets uniques et de qualité. Attendez, le téléphone vient de glisser. Vraiment, j'ai une peau qui griffe. Allez, c'est bon. Non, je suis pas bien installée. Putain. Aussi, je mets toujours 25 minutes à m'installer. Tac. Allez, on est bon. Aujourd'hui, l'artisanat de la forge continue d'exister et de se développer, offrant des objets uniques et de qualité. On s'était arrêté sur cette phrase-là. Nous vous proposons de retracer l'évolution de la forge depuis ses origines ancestrales jusqu'à l'artisanat moderne. Les origines de la forge. Les premières utilisations du feu pour façonner le métal remontent à la préhistoire. Les artisans de l'époque utilisaient des techniques rudimentaires pour chauffer le métal et le marteler afin de lui donner la forme désirée. Les premiers outils utilisés étaient principalement en pierre ou en bois. Ensuite, on va sur la forge au Moyen Âge. Ouah, le bon. Le bon. Allez, tu passes de la préhistoire au Moyen Âge.
C'est un tout petit saut dans le temps. Pendant le Moyen Âge, la forge connaît un essor considérable. Elle devient un élément essentiel de la production d'armes et d'outils. Les techniques de forge se perfectionnent et de nouveaux outils sont développés pour répondre aux besoins croissants de la société. Les forgerons de cette époque étaient hautement spécialisés et leur savoir-faire était très apprécié. Là, on va sur la forge moderne. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un autre site parce que le fait qu'il y ait un bond entre le Moyen Âge et la préhistoire, c'est chaud patate quand même. Ok, merci beaucoup. Bonjour Jack Sparrow, bienvenue sur ce live. Allez, je suis sur le site Revue Histoire. Je vous cite à chaque fois en fait sur quel site je suis. Et puis on va le lire ensemble et puis on va voir si c'est quelque chose qui nous intéresse parce que visiblement toutes les petites notes que j'avais faites entre midi et deux, elles sont toutes parties. L'idée en fait c'est qu'on apprenne ensemble, que moi je lise et que ce soit pas en fait quelque chose que je travaille avant et qu'on essaye de décortiquer ensemble et que les questions en fait que j'ai, on aille les voir pendant le stream. Donc c'est pour ça en fait que je vais chercher un petit peu plusieurs sites, je vais faire toute une petite recherche de sites et puis après on les lit ensemble. Mais bon visiblement hein, mon téléphone, il a décidé de faire de la merde. La forge, art ancestral de la métallurgie. Elle est l'une des plus anciennes techniques développées par l'humanité pour travailler le métal. Depuis l'âge de bronze jusqu'à l'ère industrielle, elle a évolué pour répondre aux besoins croissants des sociétés, façonnant outils, armes et objets du quotidien. Aujourd'hui, les pratiques modernes, notamment le recyclage des métaux par les ferrailleurs, prolongent cette tradition en l'adaptant aux enjeux environnementaux contemporains. Comment la forge a-t-elle évolué au fil des siècles et quel rôle jouent les ferrailleurs dans cette histoire? Les origines de la forge remontent à des millénaires, lorsque l'homme a découvert qu'il pouvait transformer des métaux pour créer des outils plus efficaces. En apprenant à maîtriser le feu, les premières civilisations ont développé des techniques rudimentaires de fusion et de forgeage. Ces premières manipulations marquent une révolution dans les modes de vie, permettant une meilleure exploitation des ressources naturelles. L'âge de bronze. Ok, là ça commence à me plaire parce que ça parle de l'âge de bronze, ensuite on va aller sur l'âge de fer. C'est ça que je cherchais. Ne bougez pas, je me redresse encore un petit peu. On va s'en sortir. Salut à tous ceux qui ont rejoint le live. Ceci est un live pour que j'arrive à trouver ma place. J'ai pas encore trouvé ma place sur ce canapé. Ok. L'âge de bronze, un premier tournant métallurgique. Vers 3000 avant Jésus-Christ, l'âge du bronze voit les premières expérimentations métallurgiques structurées. Les civilisations sumériennes, égyptiennes ou minoennes mélangent le cuivre et l'étain pour produire du bronze, un alliage résistant et facile à travailler. Ces sociétés découvrent également les bases de la métallurgie, notamment la construction des fours et les moulages dans des matrices. Ces innovations permettent la fabrication d'armes, de bijoux et d'outils agricoles transformant profondément la structure sociale. L'âge du fer, la révolution de la forge. Environ 1200 avant Jésus-Christ, l'âge du fer marqua une nouvelle étape. Contrairement au bronze, le fer nécessite des températures plus élevées pour être travaillé, ce qui pousse les forgerons à développer des techniques plus avancées. Le martelage du fer chauffé devient une pratique courante et l'introduction du charbon de bois comme carburant améliore la qualité du métal produit. Le fer remplace progressivement le bronze pour les armes et les outils, ouvrant la voie à une production massive qui façonnera les grandes civilisations antiques. Euh, ok, moi je vais aller plus loin dans l'âge de bronze, pour les forges à l'âge de bronze. Pourquoi j'ai une pub pour Forge of Empire? Hein? Bonjour Snazil. Snazitil, pardon. Désolée, je suis désolée, faut pas m'en vouloir sur les problèmes de prononciation de pseudo. Je fais de mon mieux et surtout n'hésitez pas à me dire si je le prononce mal. Ok. Cinquième TG, l'âge de bronze, comment les maîtres du feu ont forgé les premières civilisations.
Ils n'étaient ni rois ni prophètes, pourtant sans eux les empires n'auraient jamais vu le jour. Dans l'ombre des palais, des temples, les forgerons de l'âge de bronze ont changé à jamais le destin de l'humanité. En domptant le feu et les métaux, ces maîtres du feu ont donné naissance à la première grande révolution technologique de l'histoire. Et ce bouleversement ne fut pas l'apanage de la Mésopotamie ou de l'Égypte. Il s'enracina aussi profondément sur le sol africain. Domestiquer le feu, une révolution universelle. Oh, merci pour le follow, Joshua. Joshua Bones. Merci beaucoup. Et bonjour, petite Villette. Tout commence vers 3000 avant Jésus-Christ, lorsque l'homme découvrit qu'en chauffant certains minerais, il peut produire du métal. Le bronze, alliage de cuivre et d'étain, devient alors un matériau de choix, plus dur que la pierre, plus malléable que le fer brut. Cette découverte propulse les sociétés humaines dans une nouvelle ère, l'outil plus efficace et des armes plus puissantes, avec des objets de prestige. La métallurgie du bronze exige des connaissances complexes, choisir les bons minerais, maîtriser la température, comprendre les proportions. Autant de compétences qui confèrent aux artisans un pouvoir quasi sacré. Moi, j'ai une question. C'est peut-être une question bête. Alors, je dis ça avant qu'on me dise non, il n'y a pas de question con, machin. Je suis capable de faire des questions vraiment avec des grosses dingueries où la réponse est dans la question. Comment, à l'âge de bronze, on a découvert les différents minerais? Comment on extrait? Comment on a trouvé l'étain et le cuivre? Comment a été découvert le cuivre? Là, mes premières questions, c'est ça. C'est ok, ils se sont rendus compte qu'en mélangeant de l'étain et du cuivre, on pouvait faire du bronze, mais à la base, comment on l'a découvert? Alors, je sais pas, hein, mais moi, ma question, mais elle va vraiment, vraiment là-dedans. Bonjour Malto. Ça me semble pas con du tout comme question, moi. Moi, franchement, en vrai, je trouve ça trop cool. Bonjour Nab. Il avait ça dans les mains, il a trébuché. Puis il a vu le résultat. Découverte par incident. Pour le... T'es en train de dire pour le bronze? Genre, c'est le stagiaire qui s'est trompé. En fait, il a mis deux métaux différents. Un petit peu comme la découverte du chocolat, le dulce. Le mec, il a oublié d'éteindre la machine, c'est resté toute la nuit, ça a fait un chocolat crispy. Hein? On en est là, sauf qu'on est avec un métal? Alors, ah ouais? Modo, il dit ce genre de découverte a un nom. Ok, t'as le micro? Attendez, parce que là, là, le modo. Attends, t'as mis le. Je te mets le. Allez, vas-y, mets-le. C'est hyper intéressant ce qu'il vient de me dire. Donc ce genre de découverte où on découvre quelque chose qu'on ne cherchait pas à la base s'appelle des découvertes par sérendipité. Comme le four micro-ondes, où c'est un mec qui se promenait, qui travaillait avec pas des scanners, ce qui scannent le ciel, les radars. D'accord. Les radars pour les avions, Ouais. qui fonctionnent avec des micro-ondes. Et il se promenait avec une barre de chocolat dans ses poches, et il s'est rendu compte que sa barre de chocolat était fondue par les micro-ondes. On va même Et pas du voir la gueule de coup, sa cuisse. il a découvert le fonctionnement des micro-ondes comme ça. Et ça, c'est une découverte par sérendipité. C'est quand on découvre quelque chose qu'on ne cherchait pas à la base. D'accord. Du coup, le chocolat dulce, justement, alors je sais pas si vous connaissez le dulce, nous on a Valrhona qui est juste à côté. C'est le chocolat qui est blond, il est un petit peu caramélisé. Et donc c'est une découverte par sérendipité. Sérendipité. Euh, je crois que c'était dans le. Je crois que c'était un truc d'apprentissage. En gros, c'était la machine à bain-marie qui a tourné toute la nuit. Et, du coup, ils se sont rendus compte que ça l'avait fait caraméliser. Et c'est comme ça que ce chocolat-là est né. Et c'est trop bon. Merci. Je savais pas du tout ce que ça voulait dire. C'est trop bien. Merci le modo. On met un plus 1 pour le modo. Alors, qui a découvert le cuivre et quand? Sérendipité. Nouveau mot découvert. Oui. Oui. Bon, du coup, sur le live, on n'apprend rien. Au moins, on aura appris un mot. Le mot d'aujourd'hui est sérendipité.
Alors, je suis sur le site Percé. Mais du coup, je ne sais pas si c'est un site qui est bien. Merci beaucoup pour cette intervention. C'est pour ça qu'on a mis un micro au modo. Il y a des points de chaîne pour le micro, pour le modo, qui peuvent servir aussi quand je commence à partir en couille et que je comprends rien du tout ou que je vais dans la mauvaise direction. L'apparition du cuivre dans les civilisations préhistoriques. Attends, je suis. C'est une photocopie d'un bouquin. Je suis pas sûre d'avoir envie d'aller là-dedans, mais en même temps, j'ai envie aussi d'aller là-dedans. Je suis désolée, il faut que je prélise pour être sûre qu'on va aller dans la bonne direction. Non, je pense que c'est pas la bonne direction. En fait, percer, c'est un truc. Ouais, c'est trop bizarre. Big up au Percaster. Ça fait un peu comme les émissions de télé à l'époque où il y avait une voix qui intervenait pour des explications, mais tellement. Moi, ça me fait penser à la petite voix dans C'est pas sorcier. C'est juste que la petite voix dans C'est pas sorcier, en fait, elle pose des questions plutôt que de donner des explications. Vous avez demandé une voix off. Je crois que j'ai trouvé. Là, je suis arrivée sur Wikipédia sur l'histoire de la production du cuivre. Parce que le seul truc que je trouvais, c'était un livre et je sais pas à quelle page il fallait que j'aille. Donc là, on est sur Wikipédia. L'histoire de la production du cuivre. Cette page relate l'histoire de la production du cuivre. Le cuivre fut, avec l'or, le premier métal utilisé par l'homme. Disponible sous une forme native dans des régions accidentées, de nombreuses petites mines se sont anciennement développées. Dès la fin du Moyen Âge, certains grands sites commencent à apparaître en Suède, Tyrol et Saxe et en Hongrie. Très utilisé car facile à transformer, ce métal va à peu près subir la concurrence du fer, avant d'être réhabilité par le développement au début du XXe siècle de l'électricité et du téléphone qui incite les industriels à rechercher des gisements au Chili, en Zambie, en République démocratique du Congo, puis en Indonésie. Je vais faire juste une micro-pause. Bonjour Mickaël, ah ça fait plaisir de te voir. Comment ça va? Modo, je vais avoir besoin de toi, je vais avoir besoin que tu me sortes une glaciote. Je suis en train de chauffer dans ce canapé en doudou, en peau de doudou. Tu as loupé l'intervention du modo qui nous a appris le mot serpendicité. Attends. Attends, je l'ai pas. Je sais qu'il écrit. Sérendipité. What? C'était pas dyslexique, toi, quand t'étais gamine? Ça va ta scolarité? Attends, je le relis. Il est où? Il est où? Sérendipité. Sérendipité, parce qu'en fait, c'est les découvertes. Donc, les découvertes par sérendipité, c'est les découvertes au hasard. Ça va avant-dernière, avant le week-end? Oui. Oui, merci Nab. Désolée, j'ai dû. Je pourrais vous dire oui, c'est depuis la commotion cérébrale. Non, ça a toujours été comme ça. Bon, maintenant c'est pire, mais ça a quand même toujours été comme ça. Ok. Alors, la production mondiale analysée par les glaciologues, l'âge du cuivre. Ok, donc les glaciologues, qu'est-ce qu'ils ont vu? Si je vous fais un résumé de ce que je vois, ils ont regardé les dépôts successifs dans 21 carottes glaciaires. Ils sont allés au Groenland, ils ont regardé, et la production mondiale, ils ont pu évaluer la production mondiale entre 2500 et 1000 avant Jésus-Christ, jusqu'à la Renaissance, les Grecs et les Romains. En gros, ils regardaient les concentrations de cuivre et voir s'il y a des élévations. Mais ça me dit pas comment on a trouvé du cuivre. Pendant l'ère médiévale, l'essentiel de la production provenait de Chine. Ok, j'ai pas la réponse. Comment on trouve du cuivre? Qui a découvert le cuivre? Ok, on est sur New Société Chimique de France.
Premier métal travaillé à l'état natif par les natifs du Moyen-Orient et de l'Empire du Milieu. Le métal de l'île de Chypre marque l'entrée de l'homme dans la civilisation métallurgique. Je crois qu'on a la réponse. Le cuivre est un métal de couleur rouge, orangé, ductile. Ok, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire ductile? Le deuxième mot d'aujourd'hui est ductile, qui peut être allongé, étendu, étiré sans se rompre. Les métaux sont ductiles. Ok. Excusez-moi, j'ai buté sur ce mot et je me dis si moi je bute sur ce mot, il y a au moins une personne sur ce live qui aura buté sur ce mot et quand bien même, bah, j'aurais appris quelque chose de plus. À peu près, à vue de pied. Donc, l'âge de bronze. Ductile, tu sais ce que ça veut dire? Puis c'est tout mou. Ouais. Enfin non, enfin que ça se rompt pas. Les métaux sont ductiles. C'est malléable sans se rompre. Ça, à peu près à vue de pied. De toute façon, le modo dira si j'ai dit de la merde. J'ai dit de la merde? Non, je pense pas. En fait, il parlait. Attends, je suis pas sur la bonne page. Parce que j'ai toujours pas l'explication de savoir comment on a découvert le cuivre. Parce que c'est bien beau de forger, sauf qu'en fait, tu mélanges du cuivre et de l'étain. Il y a bien un moment, ils se sont dit, ok, ça c'est quelque chose, ça c'est autre chose, et du coup, moi j'ai besoin de cette origine. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je suis sur la Société chimique de France qui me dit que le cuivre, c'est la première phrase, hein, le cuivre est un métal de couleur rouge-orangé, ductile et malléable. Et ben voilà, on aura appris quelque chose. Encore. Il est très utilisé en électricité et en électronique pour son excellente conductivité électrique et dans la construction pour sa résistance à la corrosion. Le cuivre fut le premier métal travaillé par l'homme. On a découvert des objets en cuivre sur le plateau iranien datant de plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Des mines de cuivre natifs avec des poches enserrées dans des blocs basaltiques étaient exploitées au Moyen-Orient, dans les Balkans et sur l'île de Chypre. L'âge du cuivre, situé entre 3000 et 2000 avant Jésus-Christ, précéda l'âge de bronze, alliage de cuivre et d'étain, qui s'étendit de 2500 à 600 avant Jésus-Christ. Ok, on a l'âge de cuivre, puis l'âge de bronze, puis... C'est pareil dans Valheim. Pour les armures, on a commencé par faire des armures en cuivre, puis en bronze, puis en fer. J'ai pas que... Bronze. Il fallait qu'on récupère du cuivre. Ok, ok, ok. Excusez-moi, je viens de faire le lien avec Valheim, le jeu. Ok. Donc en gros, les mines de cuivre, avec des poches enserrées dans des blocs de basalte, étaient exploitées au Moyen-Orient. À quoi ça ressemble une mine de cuivre? Tac. Pendant la période romaine, on nommait le cuivre Aes Cyprium, métal de Chypre. D'abord moyen d'échange, il devient rapidement une monnaie frappée par les empereurs, soit de type laiton, soit de type bronze. Le laiton, c'est du cuivre et du zinc, et le bronze, c'est du cuivre, étain et plomb. Les objets à base de cuivre et les monnaies atteignirent une production proche de 15 000 tonnes par an, qui ne fut à nouveau atteint qu'au début de la révolution industrielle. Ok. Les sources de cuivre, hormis le cuivre natif, sont des sulfures et des carbonates. Ok. Différence entre le cuivre et le cuivre natif. Je pose la question. Google va me trouver un site. Merci pour le follow Twitch Inglines. Valheim qui sort en version finale à la rentrée. Ah ouais? Ah mais oui. En même temps que Enshrouded. Ouais, Valheim, on m'a perdu dans les Ashlands. Ah. On m'a perdu dans les Ashlands pour les ressources et les trucs comme ça. Il y avait des aléatoires avec des petites boules de feu.
C'était compliqué. C'est brutal, c'est punitif. Mais là, c'est pas punitif, quoi. Ça te pète ton cerveau, Valheim. Valheim, tu finis avec une crise de nerfs. Est-ce que j'ai commencé juste après ma commotion avec Valheim? Bien évidemment. Mais franchement, j'en ai des PTSD, moi, de Valheim. Cuivre natif ou pas. Je suis sur Géoforum. Ok, c'est pas ce que je veux. Le cuivre natif est un minéral métallique, un corps simple de formule chimique, grand C, petit u, de la catégorie des éléments natifs, est une espèce de cristallin naturel, correspondant à un élément, le cuivre. Le symbole, c'est Cu. Le cuivre natif, en gros, ça fait un truc un petit peu orangé, avec, c'est une pierre, ça fait un petit peu des facettes, et c'est des cristaux de cuivre. Ok. Le cuivre natif cristallise dans le système cubique et ne représente pas de clivage. Je ne comprends pas cette phrase. Le cuivre natif cristallise dans le système cubique et ne présente pas de clivage. Ok. Il est opaque, à éclat et lustre métallique de couleur rouge de cuivre. Ok. On est bon. Il est terne quand il y a une exposition à l'air, justement. Toc, pas de souci. Le cuivre natif est communément le produit de réactions de solutions hydrothermales avec des corps réducteurs, tels que les oxydes de fer présents dans les laves basaltiques. D'où comment dire, les mines où tu vas avoir du basalte et du cuivre. Il existe des formations rocheuses où concentration massive de cuivre natif de plusieurs tonnes, voire de plus de 420 tonnes remplissant la péninsule de Keweenaw près du lac supérieur du Michigan. Ok. On a des pépites de cuivre. Le mot cuivre, attesté en français dès 1190, vient du latin populaire cupreum, qui signifie relatif ou propre à l'île de Chypre. Le terme latin désigne le métal de Chypre, kypros, c'est-à-dire le cuivre. L'île était connue pour ses gisements de cuivre, recélant essentiellement des minerais cuprifères, mais aussi des cuivres natifs. L'Association internationale de minéralogie admet par définition deux géotypes, l'île de Chypre et la zone du boom minier du nord du Michigan, sur Cooper Country. Ok. Qu'est-ce que c'est? Et puis après, on va pouvoir retourner à la forge. Cuivre cuprifère. Cuprifère, ça veut dire qui renferme du cuivre. Que sont les minerais cuprifères? Alors, les porphyres cuprifères constituent les plus grosses réserves mondiales de cuivre et assurent actuellement l'essentiel de l'approvisionnement en ce métal. Ils fournissent également des quantités importantes de molybdène et souvent d'or. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'un gisement porphyre? Les gisements de porphyre doivent leur nom aux intrusions de faible profondeur, fabriquées à intermédiaire contre. Ok, faut que j'y aille. Alors, attendez, faut que j'aille sur le site. Mais là, plus ça va, plus je lis une phrase, plus il y a un mot que je ne comprends pas. Je suis la seule à rien comprendre ou... Ok, les gisements porphyres sont des sources de cuivre et de molybdène les plus importants au monde et produisent également une proportion non négligeable d'autres. Et là, ça met AU, AG, W et SN. Là, on est sur le tableau périodique des éléments. Coucou Morgane! On est sur le tableau périodique des éléments. Comment ça me perd? Les corps minéralisés sont recouverts de pluton granitique assez petits représentant des ramifications bathyliques. Ok, ce n'est pas du tout vulgarisé. On va pas aller là-dedans. Ça va, ça va. Ça va bien. On est sur les forges et donc du coup, je suis allée chercher de savoir comment on avait découvert le cuivre. Du coup, si j'ai pas trop mal compris ce que j'ai lu et ce que j'ai cherché, je suis pas rentrée dans les détails sur le tableau périodique des éléments parce que c'est pas ça que je cherche. Mais en gros, euh,
Il y en avait, il y avait une grosse concentration à Chypre. On pouvait le trouver en cristaux, on pouvait le trouver sous différentes formes, si c'est franchement, simplifié. Et donc là, je viens de trouver enfin l'explication de ce que c'est un porphyre cuprifère. Bonjour Clovine, M. Clovine, comment ça va? Non, en vrai, j'apprends plein de trucs, c'est trop cool. Sauf que là, en fait, j'ai l'impression que l'univers a décidé de me faire prononcer des mots que je ne connaissais pas avant ma commotion cérébrale, qui sont très durs à prononcer. Et j'ai l'impression d'être une enfant de 4 ans qui essaye, ou non, de 7 ans, qui est en train de déchiffrer un petit peu une boîte de céréales en mode qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, en gros, c'est ça. Mais on travaille bien, hein, franchement, ça fait bien bosser le cerveau. Allez. Un porphyre cuprifère, c'est un gisement de cuivre localisé dans une intrusion de granodiorite habituellement porphyrique. D'où son nom, des chaînes montagneuses récentes associées aux zones de subduction. Les plus grands gisements se situent dans les chaînes péripacifiques. Et les porphyres cuprifères constituent les plus grosses réserves mondiales de cuivre et assurent actuellement l'essentiel de l'approvisionnement en ce métal. D'où la brèche et des trucs comme ça. Ok, ça me va. Impec. Eh bien écoute, parfait. On va continuer donc sur l'évolution. On est l'âge de bronze. Boum, boum, boum. Ok. Si on retourne sur le site qu'on avait vu, où il parlait, il expliquait que, si je résume, tout commence à 3000 avant Jésus-Christ, quand l'homme s'est rendu compte que, en chauffant des minerais, ça fondait et il pouvait l'utiliser. Il pouvait produire du métal. Là, on précise, le bronze, c'est l'alliage de cuivre et d'étain, et c'est là où on est parti en disant, mais ouais, mais comment on a découvert le bronze? Au final, comment on a découvert le cuivre? On a découvert le cuivre, justement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des zones. Bon, Michigan, comment dire qu'à cette époque-là, Michigan, on n'en parle pas, mais notamment à Chypre, qui avait une grosse concentration justement de minerais de cuivre sous différentes formes, et que c'est pour ça qu'ils ont donné le nom de cuivre, parce que ça fait référence à Chypre. Je crois que j'ai bien résumé cette espèce de truc infâme sur 40 sites que je suis allée voir. Hop, alors. Le cuivre devient alors un matériau de choix, plus dur que la pierre, plus malléable que le fer brut. Cette découverte propulse les sociétés humaines dans une nouvelle ère, outils plus efficaces, armes plus puissantes et objets de prestige. La métallurgie du bronze exige des connaissances complexes, choisir les bons minerais, maîtriser la température et comprendre les proportions, autant de compétences qui confèrent aux artisans un pouvoir quasi sacré. En fait, au fur et à mesure, au fil des âges, en fait, ils ont fait des tests, ils ont regardé, ils ont fait des alliages, ils se sont rendus compte que ça fonctionnait mieux, et ainsi de suite. Les grandes civilisations du bronze, de l'Euphrate au Nil. Allez. De Sumer à la Chine des Sangles, les sociétés de l'âge du bronze se structurent autour des centres de production métallurgique. En Égypte, les pharaons importent du cuivre et de l'étain pour équiper leurs armées et orner leurs temples. Dans le croissant fertile, les artisans fondent les cités puissantes où le commerce du métal devient un enjeu stratégique. Le bronze devient un vecteur de hiérarchie qui contrôle le feu, contrôle les armes, donc le pouvoir. Effectivement, tu contrôles le feu, tu contrôles les armes, donc tu contrôles le pouvoir. L'Afrique, foyer des métallurgies précoces. Longtemps absente des récits occidentaux, l'Afrique subsaharienne a pourtant connu elle aussi une tradition métallurgique ancienne. Si le continent entre tardivement dans l'âge du bronze stricto sensus, il brille par sa précocité de sa métallurgie du fer et par l'existence d'une métallurgie du cuivre indépendante, notamment dans la région du Katanga, actuellement RDC. République démocratique du Congo? RDC? Katanga? Pour moi, c'est ça, on va vérifier. Katanga était jusqu'en 2015 une province
de la plus méridionale de la République démocratique du Congo. Ok. Et le Katanga. Bonjour, je voudrais l'Afrique en grand pour comprendre où est le Katanga. En plein centre de l'Afrique. En plein centre. La Labosse et le départ de la Pointe, c'est en plein milieu sur le départ de la Pointe. Ah bah là, on peut pas se louper. Ah bah là, c'est bon. Est-ce qu'il y aurait un lien avec le fait qu'ils trouvaient pas tout à fait autant de cuivre ou est-ce qu'ils n'avaient pas accès à l'étain? Tu vois, si à ce moment-là, en fait, sur, dans la région du Katanga, s'il y a vraiment plus une métallurgie du fer et le travail du cuivre sans passer par le bronze, dans un sens, peut-être qu'ils avaient juste travaillé les minerais qu'ils avaient, qui sont fondus et qu'ils ont transformés en métal. Des fois, ça se joue uniquement, en fait, aux moyens d'accès que tu as, en fait, par rapport à une ressource, entre guillemets, dite naturelle. Alors, Maldro, je viens d'y penser parce que je viens de prendre une pub, mais est-ce que ce serait pas intéressant de gérer l'affichage des pubs à la main plutôt que de gérer par Twitch? Parce que les pubs en milieu d'une explication, c'est... En fait, le truc, c'est que si je le gère à la main et que j'oublie, tu te prends une pub intempestive. Donc ça, c'est des choses... Pardon, là, il y a les pompiers qui viennent de passer. Donc les pubs intempestives, si je suis au milieu d'un truc, au milieu d'une explication, des fois, c'est un petit peu galère. Les pubs, c'est peut-être le Twitch, comme je disais, c'est peut-être le seul endroit où les pubs, elles peuvent bénéficier en fait aux streamers. Tu vois, tu soutiens aussi ton streamer en regardant les pubs. Et après, bah, si tu veux pas avoir de pub, tu peux passer soit sur Turbo, soit sur les subs. Mais je peux comprendre que tu ne puisses pas ou que tu n'aies pas envie de le faire. En fait, quand on est sur une plateforme où il y a des pubs, c'est toujours chiant de se prendre une pub. Euh, mais gérer les pubs à la main, en plus de gérer les recherches et de gérer le stream, ça demanderait trop de taf. Et je suis pas sûre de le gérer correctement pour que vous preniez pas en fait des pubs de merde. En gros, c'est ça. Donc ça, vraiment, il y a ça, il y a comment dire, merde, les primes aussi que tu peux faire. Je dis pas qu'il faut pas de pub, c'est clair, juste je regarde un streamer qui gère ses pubs manuellement. Mais c'est plus simple avec son format. C'est peut-être plus simple avec son format. Des fois, tu peux lancer une pub, tu sais, quand tu vas faire pipi, quand tu vas boire un truc, quand tu as une période d'attente et des trucs comme ça. Je pense que ça s'y prête peut-être peut-être pas. Dans un sens, moi, ça me permet aussi d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Ça remercie aussi les gens qui lâchent des primes ou des subs. Tu vois, après, c'est des trucs. Moi, j'ai vraiment la base en termes de pub. On peut contrôler quand on est streamer. En fait, on peut avoir zéro pub. On peut avoir jusqu'à 20 minutes de pub par heure. Moi, je suis au standard, en fait, le truc qui se lance en automatique. Le truc que j'ai pas mis, c'est les pubs pré-roll. Et en fait, ces pubs-là, moi, elles me permettent, en fait, tu vois, d'acheter un micro, d'acheter des trucs comme ça. En fait, les trucs qui servent et tout. Et surtout qu'on gère pas à 100% toutes les pubs. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, mais je vois. Mais en fait, moi, les deux, j'entends vraiment en fait toutes les possibilités. Le fait de, bah, c'est chiant quand t'es au milieu d'une explication et que tu prends la pub. Et, euh, et donc du coup, tu vois, c'est l'équilibre entre, bah, en fait, la plateforme est comme ça. Dans un sens, je trouve que c'est quand même assez exceptionnel que les pubs, en fait, ça nous permette d'avoir un petit peu du soutien. C'est vrai que moi, tu vois, je stream depuis un an. J'ai pas énormément de subs en fait. Mes revenus, ils viennent principalement des pubs et c'est pas énorme en fait. Mais par contre, ça donne un petit truc qui dit, bah, en fait, c'est cool parce que si t'as un petit truc à la con à acheter, les gens là notamment, en fait, on a investi dans une box 4G juste pour pouvoir mieux streamer quand je fais de la pole. Tu vois, c'est des petites aides comme ça. Ça prend pas en fait en charge tout parce que je suis pas une assez grosse streameuse, mais ça me permet de faire ça. Donc, je vois l'idée. Il faut des pubs sur Twitch. Alors, il faut des pubs, mais pas quand on a faim et pas quand c'est des pubs pour Burger King. Non, c'est ça. Et en fait, c'est pour ça en fait qu'on a mis. Merde, putain, je me suis renversé du café. Bon, bah écoutez, on a nourri le débardeur.
merci pour le sub. Oh là là, mais c'est... Merci. Merci, c'est adorable. C'est super gentil. C'est très très gentil. Je suis vraiment pas dans le sens faut à tout prix sub, je suis pas... mais ça me fait toujours super plaisir et je trouve que c'est adorable encore plus quand c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Tu vois, si t'as pas envie de sub, tu sub pas, tu prends les pubs, ça soutient le truc, c'est cool. Mais du coup, je trouve ça trop cool. Merci. Merci beaucoup. Allez, on continue. Ok, donc l'Afrique, la métallurgie, ils ont fait le fer, ils ont fait le cuivre, ils sont pas vraiment rentrés dans l'âge du bronze. Et on a des traces dès le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. En Nubie, donc la Nubie, c'était donc ce qui est l'actuel Soudan. Des fouilles ont révélé l'usage du cuivre dès 2500 avant Jésus-Christ, avec des fours sophistiqués et une production artisanale structurée. Plus au sud, dans la vallée du Niger, certaines traditions orales et découvertes archéologiques suggèrent des pratiques métallurgiques développées bien avant l'arrivée des grandes civilisations nord-africaines. Partout, les forgerons fascinent, à la fois artisans, prêtres et parfois magiciens. Ils transforment les éléments. Dans de nombreuses sociétés africaines, il est encore aujourd'hui entouré de tabous, gardiens de secrets ancestraux. Cette aura remonte aux origines même de la métallurgie. J'ai pris une pub au milieu de l'explication sur l'Afrique et la métallurgie. Je réplique en prenant un sub. Écoute, rien que pour ça, je te refais l'explication. Ils ont trouvé des traces au deuxième millénaire avant Jésus-Christ euh, dans l'actuelle République du Congo, pardon. En 2500, ils ont aussi trouvé des traces dans ce qui est l'actuel Soudan. Et quand ils ont fait des fouilles, ils ont trouvé des fours sophistiqués et une production artisanale structurée. Donc c'était pas juste, j'essaye de faire chauffer un peu des minerais que j'ai trouvés à côté d'un feu, enfin en très simplifié. Il y avait quelque chose qui était extrêmement structuré. Dès 2500 avant Jésus-Christ, ils ont en fait fait leur découverte sans l'impact que pouvait avoir l'Europe et ils ont réussi à développer ça. Voilà, tu as l'explication que tu as pris pendant ta pub et encore merci pour ton sub. Allez, on continue. Dans les sociétés du bronze, ces artisans ne se contentaient pas de produire, ils formaient des corporations, des lignages, voire des castes, souvent proches du pouvoir ou investis, de rôles rituels. Bah, en même temps, si tu te dis que si tu as des armes qui fonctionnent mieux, tu vas aller faire la guerre, tu as plus de pouvoir, dans un sens, comme il disait, qui maîtrise le feu maîtrise les armes, maîtrise le monde, je sais plus la phrase que c'était, mais c'était un petit peu ça en fait qui était expliqué. Ils ont vraiment voulu en faire quelque chose, pas juste un oui, c'est rigolo. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qu'on disait dans les précédents lives aussi, c'est que moi j'avais un petit peu de mal avec le jugement qu'il pouvait y avoir par rapport aux civilisations anciennes. Et c'est pas parce qu'on a perdu un savoir que on est forcément plus intelligent. Et du coup, il y a des civilisations anciennes, c'est mon avis, ça ne concerne que moi. Je pense qu'on a perdu un savoir monstrueux et de réduire en disant mais non, ils pouvaient pas faire ça parce qu'ils n'étaient pas assez évolués, juste parce que nous, on est trop cons pour être en capacité de le faire, je trouve que c'est un peu réducteur. Voilà. À vue de pied, le résumé d'un débat qu'on a eu pendant 10 minutes. Une technologie aux origines multiples. L'âge du bronze n'est pas une invention unique, mais une constellation d'innovations locales qui se répondent, se transmettent, se transforment. Contrairement au récit simpliste, l'histoire du métal ne suit pas un axe nord-sud ou est-ouest. Elle surgit en Chine, en Anatolie, en Afrique orientale et dans les Andes. Cette diversité rappelle que le génie humain ne connaît pas de frontières. Qu'est-ce qu'on disait il y a 4 secondes? La maîtrise du feu, les alliages, les fours, les techniques de fonte est née de besoins locaux, d'observations minutieuses et d'une relation intime entre l'homme et la nature. Les maîtres du feu, pionniers de la transformation du monde. Ils ont changé la face du monde sans écrire un mot. Leur héritage ne tient pas dans les livres, mais dans les pointes de lance, des miroirs de bronze, des masques rituels et des bijoux enterrés sous des siècles et des siècles de terre. Les maîtres du feu ont forgé bien plus que du métal. Ils ont fondu les premières civilisations. Mais qu'est-ce qu'il écrit bien? Signé la rédaction. On ne sait pas qui a écrit, mais en tout cas, c'était bien écrit. Je lis le dernier paragraphe et on retourne sur notre premier truc. Je pense qu'on est pas mal sur l'explication et l'origine du cuivre. En tout cas, pour moi, c'est clair qu'il y avait des mines, en fait, c'est arrivé de partout à partir du moment où on a maîtrisé le feu. Ils ont observé et chaque civilisation, chaque
zone géographique à créer en fait ses propres outils en métaux en fonction des alliages qu'ils trouvaient. Et si certains noms se sont effacés, leurs flammes continuent de briller dans les gestes des forgerons africains, les découvertes archéologiques et la mémoire profonde des peuples, car comprendre l'âge du bronze, c'est aussi reconnaître que l'Afrique a tenu une place, non pas périphérique, mais essentielle. Ah oui, ça c'est un vieux débat dans lequel je souhaite pas rentrer. Il y a des gens qui pensent encore que l'Afrique n'a rien inventé. Non. Non, je suis pas d'accord, dit-il. Ouais, c'est mondial. Les débuts de la forge, les premières manipulations du feu. Là, on est sur Revue Histoire, le tout premier site où on a commencé à avoir des questions et ensuite on est allé sur d'autres sites. Les origines de la forge remontent à des millénaires, lorsque l'homme a découvert qu'il pouvait transformer des métaux pour créer des outils plus efficaces. En apprenant à maîtriser le feu, les premières civilisations ont développé des techniques rudimentaires de fusion et de forgeage. Ces premières manipulations marquent une révolution dans le mode de vie permettant une meilleure exploitation des ressources naturelles. L'âge du bronze. Donc ça, on l'avait lu. Que au moment de l'âge du bronze, les sociétés découvrent également les bases de la métallurgie. J'avais bien fait en fait de ne pas rester sur le premier site qui avait dit on était passé de la préhistoire au Moyen Âge sans passer par l'âge du bronze, sans passer par l'âge du fer. En vrai, j'ai bien fait de creuser. Comme quoi, mes questions à la con, elles sont pas si débiles. Alors, l'âge du fer, la révolution de la forge. Environ 1200 avant Jésus-Christ, l'âge du fer marque une nouvelle étape. Contrairement au bronze, le fer nécessite des températures plus élevées pour être travaillé, ce qui pousse les forgerons à développer des techniques plus avancées. Le martelage du fer chauffé devient une pratique courante, et l'introduction du charbon de bois comme carburant améliore la qualité du métal produit. Le fer remplace progressivement le bronze pour les armes et les outils, ouvrant la voie à une production massive qui façonnera les grandes civilisations antiques. Ok, je vais continuer de lire un tout petit peu parce que j'ai des questions sur, ok, on va marteler le fer, mais comment on forge? Comment on le martèle? Est-ce que le cuivre, ça se martèle? Est-ce que ça se traite de la même manière? Quelles sont les températures qu'on utilise? Comment on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme four? C'est quoi la différence? Les températures? Voilà, moi quand je lis des phrases comme ça, en fait, ça amène tout un tas de questions. La forge au Moyen Âge, entre artisanat et innovation. Pendant le Moyen Âge, la forge connaît un essor remarquable grâce à des innovations techniques et une spécialisation croissante des métiers. Les forgerons deviennent les figures centrales des communautés, jouant un rôle clé dans l'économie des infrastructures et des conflits militaires. L'artisanat de la forge se transforme pour répondre aux besoins d'une société en pleine mutation. Les forges médiévales et l'introduction des moulins hydrauliques. L'utilisation des moulins hydrauliques au Moyen Âge révolutionne la forge. En utilisant la puissance de l'eau pour actionner les soufflets des forges, les artisans peuvent atteindre des températures plus élevées, augmentant ainsi la qualité et la quantité des métaux produits. Ces avancées permettent la fabrication d'armures, d'épées, d'outils agricoles en acier, renforçant la militarisation et l'essor agricole de l'époque. Déjà, ça donne un début de réponse de comment ils atteignent des températures plus importantes. Bah déjà en utilisant des moulins, on peut souffler plus, du coup, on atteint une température plus importante. La spécialisation des métiers. Avec le temps, les forgerons se diversifient en métiers spécialisés. Les armuriers produisent des équipements de guerre, tandis que les maréchaux ferrants travaillent pour les chevaux. Les cloutiers, quant à eux, se concentrent sur la fabrication de petites pièces métalliques. Cette spécialisation reflète la place centrale du métal dans la société médiévale, de l'agriculture aux infrastructures en passant par la guerre. Ok. Alors, forger du cuir. Hop. Je ne suis pas sûre d'être sur le bon site, je suis sur le cycle de vie du cuivre. Après l'extraction, le cuivre est produit par l'un des deux procédés suivants. La pyrométallurgique à sec ou hydrométallurgique humide. La fusion est un procédé qui consiste à chauffer et à faire fondre le minerai pour en extraire un métal comme le cuivre. L'affinage désigne tout procédé permettant d'augmenter la teneur et la pureté du métal.
Au terme des processus de raffinage, la cathode de cuivre est généralement pure à 99,9%. Ça, c'est un procédé actuel. On parle de forgeage à froid. Donc si je mets forger du cuivre, période, âge de bronze. Dans l'idée, on chope les minéraux de cuivre à Chypre, on les fait fondre, on retire les impuretés pour essayer d'augmenter la concentration. Et qu'est-ce qu'on fait après ça? Eh ben je sais pas, on va voir. Je suis sur le site du Musée national de l'Irlande. Alors, l'Irlande possédait d'importantes ressources en cuivre et en or durant la préhistoire. Ah ouais? Utilisation du cuivre pour produire du bronze. Exploitation du cuivre. Ok, je pense que j'ai trouvé. Les minerais étaient extraits selon une technique appelée exploitation par le feu. Cette technique consistait à allumer un feu contre une paroi rocheuse pour en arroser la surface chauffée. Les minerais de cuivre étaient ensuite détachés de la roche à l'aide de maillets et de pierres aiguisées. Ils étaient concassés avant d'être fondus. Le processus de fusion consistait à éliminer le soufre par chauffage. Ce procédé conduisait à un déchet appelé scorie. À l'issue de la fusion, le cuivre métallique était transformé en lingots ou en pain de cuivre pour être transporté aux ateliers de métallurgie. C'est hyper intéressant. Donc ça veut dire qu'avant, juste ils mettaient un feu contre une falaise. Une nouvelle technique d'ajout d'étain de cuivre permettait la production de bronze. Elle fut introduite vers 2000 avant Jésus-Christ. Ce fut une avancée majeure dans la métallurgie. L'ajout d'étain au cuivre abaissait son point de fusion, rendant le bronze plus facile à travailler. L'alliage obtenu était beaucoup plus dur une fois coulé. Les orfèvres de l'âge de bronze déterminèrent progressivement que 10 à 12% d'étain constituait la quantité optimale pour produire un bronze de qualité. Toute teneur supérieure ou inférieure à ce seuil rendait le métal cassant. L'étain utilisé comme les outils en bronze, du bronze moyen et récent, était très probablement importé d'Irlande depuis les Cornouailles. Il a pu être échangé contre du cuivre ou de l'or irlandais. C'est cool! Moulage et coulé. Les outils métalliques de l'âge du bronze étaient fabriqués à l'aide de moules permettant de donner à la fonte la forme souhaitée. La technique de moulage du bronze était perfectionnée tout au long de cette période. D'accord, donc ça veut dire que c'était pas martelé, ça veut dire que tu faisais fondre et que tu mettais dedans. Vous savez à quoi ça me fait penser? Bon, évidemment, ça me fait penser à un film que je regarde à peu près plusieurs fois par an. Et on va bientôt faire un marathon. Et donc, ça veut dire que pendant plusieurs jours, je vais pas streamer. C'est Le Seigneur des Anneaux. Dans Le Seigneur des Anneaux, quand il prépare les armes pour les Uruk-hai, il y a vraiment, à un moment donné, l'espèce de grosse bassine en fusion. Mais bon, là, je vous parle du Seigneur des Anneaux, mais on le voit souvent, la grosse bassine en fusion qui va pour faire les armes avec la pointe cassée. En fait, c'est ça. C'est pour le cuivre, en tout cas précisément, enfin, en tout cas pour le bronze. On a notre bronze, on a notre cuivre, qui est mélangé entre 10 et 12% d'étain, pour pas que, parce qu'une autre concentration, ça deviendrait cassant. Et ensuite, ils vont le fondre et ils vont le mettre dans des moules. Si je me suis pas trompée, c'est comme ça que je l'ai compris. La technique de moulage du bronze s'est perfectionnée tout au long de cette période. Initialement, les objets étaient coulés en versant le bronze dans des moules en pierre creusée. Au bronze moyen, on inventa des moules en deux parties. Deux pierres creuses étaient assemblées et le métal était coulé dans un espace prévu à cet effet. Cette technique permit la fabrication d'objets sophistiqués tels que des haches et des pointes de lance. À la fin de l'âge de bronze, les orfèvres réalisaient des modèles en cire ou en pâte à modeler de l'objet à couler. Les entouraient d'argile puis chauffaient cette dernière pour faire fondre la cire. Le métal en fusion était ensuite coulé et une fois solidifié, l'argile était retirée. Des exemples de ces moules sont exposés dans les cadres de l'exposition Irlande préhistorique. Trop cool. Hop, Irlande préhistorique, je suis en train de regarder et ensuite ils font d'autres liens. Ok.
L'âge de cuivre, l'âge du bronze, ok. Petite question, découverte de l'étain. Non, mais si on est allé chercher et si on a compris en fait comment choper du cuivre et que t'as quand même de l'étain dans ton bronze, le minimum, tu pars, tu pars dans quelle destination? J'ai loupé un truc, je le comprends pas ton message, Snazitil. L'histoire de la production d'étain. Alors, je ne veux pas une découverte du minerai d'étain en 1830 parce que sinon ça collerait pas avec 3000 avant Jésus-Christ pour l'âge de bronze. Alors, en préhistoire, voilà, l'étain. Eh ben non. Oui. Ah, voilà. Donc là, on a de l'histoire des mines d'étain, on est sur Wikipédia. L'un des grands métaux non ferreux qui fut le plus utilisé dans la préhistoire et l'Antiquité, avant de jouer très tôt un rôle important dès le début de la révolution industrielle. À l'état non raffiné, l'étain ressemble à des minuscules granulés gris-noir rugueux, assez facilement repérés par les humains comme un minerai utile dès l'Antiquité. Il est très probable que l'étain ait commencé par être reconnu en lavant des alluvions de sable noir de cassitérite qui ont dû être assez fréquents dans les régions granitiques de Europe et Asie. Et on aura remarqué par hasard un métal brillant. Ok. Qu'est-ce que c'est la cassitérite? En gros, tu as récupéré des alluvions un petit peu comme quand tu récupères l'or, en fait. Tu vas choper une espèce de boue sur les bords d'une rivière, allez, feu, là, t'y vas, et... Ah, j'ai dit, je live pas dans les prochains jours. Non, mais à un moment donné, je vous dirai, je live pas pendant les prochains jours parce que je ferai un marathon Seigneur des Anneaux. Je suis une grande fan, surtout des versions longues. Du coup, je l'ai fait sur un week-end. Je le laisse en boucle, comme ça j'ai la musique dans la tête pendant plusieurs mois. Enfin, déjà, ça commence par plusieurs jours et plusieurs semaines. Et du coup, je fais ma vie pendant tout le week-end et en regardant le film et en mangeant. C'est trop cool, ça, les marathons. Mais non, c'est pas dans les prochains jours. Alors, qu'est-ce que je cherchais? Il y avait un mot que j'avais pas compris. Quel était ce mot? Non, alluvion, ça je sais. Un autre truc. Attends. C'est la cassitérite. Est-ce que tu sais ce que c'est, toi, la cassitérite? Non. La cassitérite ou bioxyde d'étain est un agent opalisant pour fabriquer des pâtes de verre ainsi que pour les émaux et les vernis minéraux. Un pigment pour céramique. La cassitérite est une espèce de minéraux composé de dioxyde d'étain. Ok. Je recheck la découverte d'étain, peut-être que j'aurai plus d'informations. Non, je veux pas. Il y a un site qui s'appelle Étain Passion. C'est trop... C'est absolument trop mignon. Mm. C'est une petite plume, c'est trop mignon. Est-ce que tu es au milieu d'un truc? Est-ce que tu crois que je peux te demander un café ou... Ouais, merci beaucoup. Histoire de l'étain de l'âge du bronze à 2024. Alors, on va faire que juste la première partie, comment on l'a découvert. L'étain est certainement le premier minerai exploité par l'homme. Situé à faible profondeur sur des veines mises à nu par l'eau des rivières et par la mer, l'extraction en est aisée. Un simple bon feu de bois suffit pour le travailler. La découverte en 1999 sur le site archéologique Must Farm permet de dater des pièces de bronze, outil flèche épée, à 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc justement, le blonge avec l'alliage de cuivre où on est sur un mélange.
Ce site est parfaitement conservé grâce au sol de tourbe des marais de la région de Cambridge en Angleterre et est nommé par les archéologues le Pompéi britannique de l'âge de bronze. C'est trop mignon. D'où l'importance des mines d'étain en Cornouailles. Durant des millénaires, l'étain, allié du cuivre, était utilisé pour des objets pour le métier de guerrier. Le commerce de l'étain devient prospère grâce aux Phéniciens, aux Chaldéens et aux Carthaginois. Ils organisent de riches commerces allant jusqu'en Inde pour se répandre dans toute l'Europe. Veillant à leur monopole, ils gardaient le secret pour leurs routes maritimes, répandaient de faux récits de voyage et envoyaient par le fond les navires concurrents qu'ils rencontraient, échouant même leurs propres navires lorsqu'ils étaient suivis. Genre, tu me suis? Tu l'auras pas. On se coule tout seul. Ça va toi? Ouais, ouais, ça va très 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 bien. La géologie nous montre que les sources provenaient de Galice, de Cornouailles et de l'Armorique. Allez, on retourne aux forges. Ok. Hop. Donc, le bronze, on a la réponse, c'était pas forgé. L'étain, c'était plus les trucs en Angleterre. Le cuivre, c'était principalement de Chypre. Ils ont fait un mélange entre 10 et 12% parce que c'était l'idéal, sinon c'était cassant. Et c'est comme ça qu'ils ont fait le bronze. Coulé dans des moules. Voilà. L'âge de fer. Découverte du. On a découvert le fer vers 1500 avant notre ère. On est sur le site National Geographic. Les principales mines se trouvaient en Asie centrale, en Europe de l'Est et en Anatolie. On y a découvert le fer vers 1500 avant notre ère. Il était principalement utilisé pour les outils et les armes. Le cuivre, découvert en Mésopotamie vers 4000 avant notre ère, était utilisé pour les objets d'outillage et décoratifs. L'étain, trouvé dans les mines du sud-ouest de l'Angleterre vers 3000 avant notre ère, était utilisé pour produire du bronze en alliage avec le cuivre. J'aime bien parce que ça vient confirmer tous les sites qu'on a. J'ai toujours peur en fait de tomber sur un site, de réceptionner une information et me rendre compte qu'en fait le site est pas fiable et que c'est pas bon, et j'aime beaucoup en fait quand les sites se croisent et disent la même chose. Ouais, c'est pas grave s'ils sont pas tout à fait d'accord à 3-4 ans près, mais si l'idée est la même, je suis contente. Tu vois, s'il m'avait dit, bon, bah maintenant, en fait, l'étain, ça n'a pas été découvert dans le sud de l'Angleterre, mais c'est plutôt en Asie, je vais être en mode, il va falloir que je trouve plus de sources que je comprenne. Allez. Le plomb était utilisé depuis l'Antiquité, et bien que sa découverte soit incertaine, elle pourrait remonter à 3500 avant notre ère. Il était autrefois couramment utilisé dans les peintures, l'essence et les tuyaux. Mais sa grande toxicité en cas d'ingestion ou d'inhalation a conduit au cours des siècles derniers à une forte restriction de son utilisation, voire son interdiction. Tu m'étonnes. Le mercure était connu des anciens Chinois et Égyptiens, découvert vers 750 avant notre ère et utilisé en médecine dans les premiers pigments de peinture. Alors, là, on est sur les alliages, ça ne m'intéresse pas. L'or et l'argent non plus. Sauf si c'est en cadeau. Pardon, fallait que je la fasse, fallait que je la fasse. Je disais, l'or et l'argent, ça m'intéresse pas, tu sais, et je tourne la tête avec les grands yeux, genre, sauf si c'est ton cadeau. Tu dois comprendre quelque chose? Oui, tout à fait. Il est en train de me regarder le modo avec un dédain. Oh mon Michto. Dieu, tu vas lancer une blague beauf. Non? Michto. Moi, Michto? Moi, je suis une Michto? Interdit ça. Comment le fer a-t-il été découvert? Au début du XXe siècle, on a émis l'hypothèse que le fer était découvert en Anatolie, puis diffusé en Afrique par les Égyptiens. On est sur une hypothèse diffusionniste. Ok. Que me dit ce site? L'archéologie du fer. Alors. Pourquoi étudier la métallurgie du fer? Les scories, à la fois imputrescibles et difficiles à recycler, nous renseignent sur les techniques et les technologies employées. Pour moi, les scories, c'est les résidus du cuivre. Attends, je veux juste vérifier. On en a parlé. Résidus solides provenant de la fusion de minerais métalliques et la combustion de la houille.
Ce qu'on doit enlever, éliminer en raison de sa médiocrité, de son inutilité, reste trace d'une idée, d'un mouvement. Ah, du coup, on peut parler de scorie d'un texte. Oh, j'étais vraiment pas loin, hein. C'était pas loin. Donc, l'archéologie du fer. Ils se sont dit, les scories, c'est la merde. Ah, ok, c'est cool, c'est imputrescible, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et donc, en fonction, ça renseigne sur déterminer à la fois la chaîne opératoire, les conditions de production. Et le volume des scories permet même, par déduction, de mesurer la production de fer. Reste ensuite à savoir pourquoi une société produit du fer. Rigoler, j'aurais jamais cru pouvoir parler de scories d'un texte. Eh bah ouais, mais oui, mais écoute, on apprend des mots, on se couchera moins, quoi. Pourquoi l'Afrique? L'Afrique parce qu'on sait très peu de choses. C'est plus de 10 fois l'Europe, avec un tel potentiel ethnologique, comment résister? Ok, je n'aime pas cette manière, blablabla. Ok, là, je suis sûre. L'histoire de l'Afrique, la production de masse. Ok, on ne va pas dans la bonne direction. Comment l'homme primitif a-t-il découvert le fer? ça me, ça me plaît un petit peu plus. C'est quoi? C'est à l'automne. C'est une entreprise. Je filtre un petit peu. Allez, l'âge de fer sur Wikipédia. L'âge de fer, environ 1200 avant Jésus-Christ. C'est la dernière des 3 périodes historiques. L'âge des métaux, l'âge du cuivre, l'âge de bronze. Il a également été considéré comme la dernière période de la division en 3 âges débutant à la préhistoire, avant l'histoire écrite, et progressant vers la protohistoire, avant l'histoire écrite. Ok. Avant ça, il y a l'âge de pierre, qui est divisé en 3, paléolithique, mésolithique et néolithique, et l'âge de bronze. Ok, donc ok. Donc c'est la dernière des 3 périodes. Avant, ça se séparait toujours en 3. Et donc c'est la dernière des 3 périodes avant que ce soit qu'on arrive sur l'histoire écrite. Ces concepts ont été initialement conçus pour décrire l'Europe de l'âge de fer et du Proche-Orient ancien. L'âge du fer. Je regarde. Ok, là j'ai des explications sur l'âge de fer, mais j'ai pas des explications sur la découverte du fer. Merci. Ok, là je suis sur la définition de fer. Le fer météorique est un alliage naturel de fer et de nickel. Il était utilisé par divers peuples anciens de milliers d'années avant l'âge du fer. Les plus anciens artefacts en fer météorique connus sont 9 petites perles datées de 3200 avant Jésus-Christ, découvertes dans les sépultures de Jersey en Basse-Égypte et façonnées par un matelas minutieux. Là, vous l'avez pas, mais sur Wikipédia, en fait, ils mettent une énorme météorite monstrueuse. La météorite de Willamette. Météorite, fer et nickel. C'est la 13e plus grande du monde. Mais ça doit être monstrueux. La caractéristique d'une culture de l'âge de fer est la production en masse d'outils, d'armes fabriqués non seulement à partir de fer trouvé sur place, mais aussi à partir d'alliages d'acier fondu avec une teneur en carbone ajoutée. Ce n'est qu'avec la capacité de produire de l'acier au carbone que la métallurgie ferreuse permet de fabriquer des outils et où les armes plus dures et plus légers que le bronze. Je pense que je vais avoir besoin que le modo revienne pour qu'il m'explique. Je vais continuer de lire, peut-être que j'aurai la réponse par rapport au fer, par rapport à l'acier et au fer et à ce que tu vas rajouter. Le fer fondu apparaît sporadiquement dans les vestiges archéologiques du bronze moyen. Bien que le fer terrestre soit naturellement abondant, sa fusion requiert des températures supérieures à 1250 degrés. Le travail m'appelle, bon après-midi à tous. Bon après-midi Nab. Passe une bonne après-midi et merci pour le moment culture. Avec plaisir. De toute façon, on refait. Merci. On refait le même demain en début d'après-midi. On fait ça en semaine. Alors,
La fusion du fer requiert des températures supérieures à 1250 degrés, impossible à atteindre par les technologies courantes jusqu'à la fin du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. En revanche, les composants du bronze, l'étain dont le point de fusion est à 231,9 degrés et le cuivre dont le point de fusion est à un peu plus de 1000 degrés, étaient à la portée des fours néolithiques, datant de 6000 avant Jésus-Christ, capables d'atteindre des températures supérieures à 900 degrés. Outre des fours spécialement conçus, la production de fer antique nécessitait la mise au point de procédés complexes pour l'élimination des impuretés, la régulation de l'ajout de carbone et l'invention du travail à chaud afin d'obtenir un équilibre optimal entre la dureté et la résistance de l'acier. Modo, j'ai une question pour toi. Je suis pas sûre d'avoir compris en fait ce que j'ai lu. Pour moi, le fer, en gros, c'est un alliage d'acier où tu rajoutes du carbone, c'est ça? L'acier, ouais. L'acier est un alliage de fer plus carbone. Je te lis la phrase. La caractéristique d'une culture de l'âge de fer est la production en masse d'outils et d'armes fabriqués, non seulement à partir de fer trouvé sur place, mais aussi à partir d'alliages d'acier fondu, avec une teneur en carbone ajoutée. Ok, c'est moi qui avais mal compris. Donc en gros, on a fait de l'acier fondu parce qu'on a rajouté du carbone au fer. Merci. Oui, c'est ça. Enfin, la phrase a été tournée un peu chelou quand même. Ouais, c'est un peu chaud patate. Attendez, bougez pas 10 secondes, je vais aller me moucher. J'ai cru que j'allais jamais sortir de ce canapé. J'ai des courbatures de l'espace. On a fait des entraînements là sur les 3 derniers jours. Je crois que tout mon corps est courbaturé. Alors, on continue. Hop, je regarde. Ma petite glaciote pour être au frais. Là, on est bon. J'ai le retour. Tac. Et j'ai ça. Ok. Outre des fours spécialement conçus, la production du fer nécessitait la mise au point de procédés complexes. Donc il n'y avait pas qu'une histoire de four, parce que le cuivre, bon, l'étain ça fond super facilement, le cuivre ça fond à peine au-dessus de 1000 degrés, et pour le fer on a besoin de températures bien supérieures à 1250. C'est très clair. C'est très très clair pour moi. Les premiers indices de fabrication du fer sont quelques fragments de fer contenant des quantités appropriées de carbone, découvertes dans les couches proto-hittites en Turquie. Alors, il conclut que la combinaison de la datation au carbone 14 du contexte archéologique et de l'analyse archéométallurgique indique qu'il est probable que l'utilisation d'objets en acier ait déjà commencé au 3e millénaire avant Jésus-Christ.
acier, fer plus carbone. Mais du coup, ça me dit pas comment on fait, comment on fabrique le fer. N'hésite pas à prendre le micro aussi. Il me dit, je sais pas si vous l'avez entendu, le fer ne se fabrique pas, il est un minerai de base. Oui, c'est un minerai, mais au même titre que le cuivre, tu as chopé ton minerai, il faut quand même que tu le fasses fondre. Faut que tu le fasses fondre, faut que tu le purifies entre guillemets, faut que tu retires toutes les impuretés. Et du coup, après, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as un lingot? Est-ce que tu as un machin? Est-ce que tu vois, c'est ce petit entre-deux qui me manque. Mais je suis d'accord, enfin, avant de pas être d'accord avec toi, franchement, il va en falloir. Il manque juste ça en termes de compréhension. Je regarde si j'ai l'information un petit peu plus loin. L'apparition, les débuts. Allez, on va lire ça et je pense qu'on peut retrouver. Oui, comme le cuivre, tu lui appliques du coup les mêmes méthodes, mais plus chaud, et t'obtiens du fer en fusion, donc liquide, que tu travailles après. D'accord. Pardon. Merci. Vous m'entendez plus. Je sais plus trop où j'étais. Je disais que en fait l'acier de Damas, comme il était avant, donc avant qu'ils perdent les connaissances entre guillemets, donc a priori la fin de l'acier des lames de Damas c'était aux alentours de 1750 et en gros il partait à partir d'une masse où il y avait différentes concentrations de carbone. Les aciers de Damas actuels, c'est l'équivalent d'un millefeuille où on va rajouter des choses. Et donc, du coup, là, bah là, ouais, pour le faire, il faut chauffer, il faut couler, il faut retirer les impuretés. Et là, je pense que j'ai la suite. On entend toujours. Ouais, c'est bon. Bien que le fer météorique ait été utilisé pendant des millénaires dans de nombreuses régions, le début de l'âge de fer est défini localement dans le monde entier par des conventions archéologiques lorsque la production de fer fondu, en particules d'outils et d'armes en acier, remplace leur équivalence en bronze dans l'usage courant. Les découvertes archéologiques modernes situent le début de la production mondiale de fer à grande échelle vers 1200 avant Jésus-Christ, marquant la fin de l'âge du bronze. L'âge du fer en Europe est souvent considéré comme faisant partie du déclin de l'âge du bronze au Proche-Orient ancien. Anthony Snodgrass suggère qu'une pénurie d'étain et des perturbations commerciales en Méditerranée vers 1300 avant Jésus-Christ ont contraint les métallurgistes à chercher une alternative au bronze. 1300 avant Jésus-Christ. Merci pour le follow, Esprit. C'était quand les... Non. Ah, mais c'est avant Jésus-Christ. J'étais en mode, c'était quand les croisades? Mais les croisades, c'était genre 1200 après Jésus-Christ. Je suis pas très bonne en histoire sur le avant Jésus-Christ. C'est pas là. Enfin, de manière générale, je suis pas extraordinaire. Mais par contre, tout ce qui est avant Jésus-Christ, c'est encore pire. De nombreux outils en bronze furent recyclés en armes à cette époque, et l'utilisation la plus répandue du fer entraîna une amélioration des techniques de fabrication de l'acier et une baisse des coûts. Lorsque l'étain redevint abondant, le fer, moins cher, plus résistant et plus léger, remplaça définitivement les outils en bronze coulés par des outils en fer forgé. Les croisades, c'est entre 1000 et 1300 après. Jean-Christophe, oui. Jean-Christophe qui? Le côlon, c'est pas une partie du corps? Il attend à 40 derrière leur écran en mode oh la vache, elle l'a vraiment prononcé. Oui, 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 oui. Et hier, quand j'essayais de comprendre le système binaire,
Et bah, on a parlé d'une vallée de Chibre. Oui, oui, tout à fait. Ouais, je suis capable de dire des choses comme ça. Alors, on continue? L'âge de fer dans l'ancien Proche-Orient est considéré comme ayant duré d'environ 1200 avant Jésus-Christ à 550 avant Jésus-Christ, soit à peu près le début de l'historiographie avec Hérode, marquant la fin de la période protohistorique. En Chine, l'écriture s'étant développée en premier, il n'existe pas de période préhistorique identifiable caractérisée par la métallurgie du fer. Et la Chine de l'âge du bronze cède à la place presque directement à la dynastie Qin de la Chine impériale. L'expression âge du fer dans le contexte chinois désigne parfois la période de transition entre 900 et 100 avant Jésus-Christ, durant laquelle la métallurgie du fer était présente, même si elle n'était pas dominante. Oh, c'est hyper intéressant. J'aime beaucoup. On pense que l'âge de fer dans l'ancien Proche-Orient a commencé après la découverte des techniques de fusion et de forge de fer en Anatolie. Dans le Caucase et en Europe de l'Est, la plus ancienne fusion de fer à bas fourneau se trouve à Tel Hamé en Jordanie, vers 930 avant Jésus-Christ. L'âge de fer ancien, dans le Caucase, est traditionnellement divisé en deux périodes, ancien 1, ancien 2. Attendez, on a les pompiers qui sont en train de passer. On est bon. Je continue. On a longtemps cru que le succès de l'Empire Hittite à la fin de l'âge de bronze reposait sur les avantages que lui conférait le monopole du travail du fer à cette époque. Par conséquent, les peuples de la mer, lors de leur invasion, auraient été responsables de la diffusion de ce savoir-faire dans la région. L'idée d'un tel monopole hittite a été examinée en profondeur et ne faisait plus consensus parmi les chercheurs. Bien qu'on ait retrouvé quelques objets en fer provenant d'Anatolie, de l'âge de bronze, les noms... leurs noms... Ça va la mobilette? Et demain, on va apprendre comment on découpe une mobilette. Ok, donc en gros, ils disent que c'est pas parce qu'on a trouvé des objets en fer que c'était le monopole pour les Hittites sur la partie d'Anatolie. On est bien? Comment on fait une arme? Comment on forge l'acier? Comment forger l'acier? Alors, comment forger l'acier? Dans le live où on parlait de l'acier de Damas, on a aussi parlé des trempes. Et c'est là où moi je trouve ça hyper intéressant parce que j'y connais rien du tout. Par contre, ce que j'ai appris pendant ce live-là, outre le fait que j'y connaissais rien, c'est que, par exemple, les katanas ont une trempe à l'eau et les lames de Damas ont une trempe à l'huile. Et du coup, la trempe va impacter sur le côté cassant de la lame. Et ça, je trouve ça trop cool. Du coup, j'aimerais comprendre. Alors, comment on forge l'acier? Le forgeage à chaud, c'est une méthode courante de forgeage de l'acier qui rappelle le travail traditionnel des forgerons au marteau et à l'enclume. En chauffant l'acier, on réduit la force nécessaire pour façonner la pièce. Ok. Composition de l'acier. Alliage de fer et de carbone, taux de carbone compris entre 0,2 et 2%. Ok. Le bronze, on a 10 à 12% d'étain. L'acier, on a 0,2 à 2% de carbone. Dis-moi. Et la fonte qui est aussi un alliage de fer et de carbone, il y a juste plus de carbone, mais je sais plus quel taux. Il va falloir que j'aille chercher ça aussi. Attends. Euh, euh, on va retourner à l'histoire du fer. Non, c'est super intéressant, merci.
Découverte de l'acier. Les premières apparitions de l'acier sous sa forme la plus primaire remontent à l'âge de fer entre 1200 et 600 avant Jésus-Christ. Origine et histoire de la fabrication et la dénomination des aciers. On est sur le site technique de l'ingénieur. C'est un site gratuit, c'est un site gratuit. Plus simple pour ce site gratuit. Et plus simple pour le modo qui se fait un super café. Au commencement était le fer. La première apparition de l'acier sous sa forme la plus primaire remonte à l'âge de fer entre 1200 et 600 avant Jésus-Christ chez les Hittites et les Chalybes. Cependant, il est important de noter que ces peuples n'ont pas produit l'acier comme nous le connaissons aujourd'hui, mais plutôt un métal impur appelé fer du feu. Ils produisaient ce fer en creusant un trou dans le sol qu'ils recouvraient de pierres et de couches d'argile. Ils ajoutaient ensuite du charbon de bois qu'ils allumaient, entassaient en couches alternées du fer, du charbon de bois. Ce minerai ou oxyde de fer se présentait sous la forme de petites roches qu'ils récoltaient à la surface du sol. La température obtenue dans ces trous était relativement basse en raison de l'absence de soufflage efficace. Ce soufflage provenait de tiges creuses des chalumeaux à travers lesquels on soufflait. Les Hittites et les Chalybes obtenaient ainsi, après de nombreux efforts, une masse pâteuse et incandescente appelée loupe, qu'ils devaient impérativement marteler énergiquement pour en tirer des scories, donc les résidus de la chauffe et du charbon de bois. Ces loupes étaient ensuite forgées pour ensuite devenir des objets de la vie quotidienne, mais aussi des armes. Oh! La voix du modo, oui. Oh non, c'est un article qui est réservé aux abonnés. Et merde. Bon, on va jusqu'à le petit paragraphe, puis vient la fonte. Hein. Puis vient la fonte. Au Moyen-Âge, vers 1400 après Jésus-Christ, est apparu le premier procédé de fabrication de la fonte en utilisant des hauts fourneaux. La fonte est un alliage métallique qui contient plus de 2,11% de carbone et peut contenir des particules cémentite et de graphite de différentes formes, notamment en forme de lamelles, ce qui explique sa fragilité. Cependant, en utilisant des techniques de globularisation, il est possible de produire une fonte dite à graphite sphéroïdal, qui en plus est ductile. Ductile, on a vu ce mot. C'est mou, ça pète pas. Merci pour le follow, Rubis. Et enfin, l'acier. Ok. Mais du coup, ça veut dire que là, ils utilisaient des armes en fer et que l'acier est arrivé un petit peu après. Ouais, je pense que c'est ça. Histoire de la production d'acier, est-ce que je peux être là-dessus? Non, je ne veux pas la sidérurgie du XXe siècle. Oh. Là, je suis sur Wikipédia sur une partie qui peut être intéressante. Fer, fonte, acier, une définition changeante au cours du temps. Ça me plaît. Depuis l'âge du fer, le minerai de fer est travaillé à relative basse température dans les bas fourneaux. On obtient une masse hétérogène, la loupe, qui est martelée puis enlevée qui est martelée pour en enlever les scories. Donc les scories, c'est les petits résidus, c'est les petites impuretés. Les artisans remarquent très tôt que les blocs de métal obtenus n'ont pas tous les mêmes propriétés. Les progrès de la science permettent par la suite de classer les différents alliages selon leur composition chimique. Pour l'Antiquité, si les Grecs antiques distinguaient déjà le fer de l'acier, il est probable que la signification historique de ces deux mots soit déformée par nos connaissances actuelles. En effet, deux mots coexistaient, sidéros, qui signifie le fer, était ainsi bien employé pour la production des mines de fer, l'usage pour tresser en fer, l'emploi coupé avec du fer, la symbolique, et ainsi de suite. Il semble même que ce terme ait désigné des métaux de manière générale. L'autre mot, calypse, désigne plus précisément l'acier. Il se réfère aux Chalybes, un peuple d'Anatolie, auquel Strabon attribuait l'invention de la sidérurgie, et était apparenté aux Hatti-Ourites selon... La phrase est trop compliquée, qu'est-ce que ça nous dit? Pardon. Ce serait Délas, un Phrygien qui aurait inventé le fer. Ok, donc selon les Grecs,
Selon les Grecs du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ce serait Délas, un Phrygien, qui aurait inventé le fer. Ok. La métallurgie du fer était déjà élaborée puisque les Grecs pratiquaient la cémentation pour durcir le fer et obtenir ainsi de l'acier. Coucou Wouchot, je pose mon lurk. Et oui, Jamy. Écoute, le modo, il tient super bien son rôle de petite voix, sauf qu'au lieu de poser des questions, il répond à mes questions. Ou il me crée des nouvelles questions. Ou il me dit: tu as vu une petite bosse? Attends, bouge pas, j'arrive avec une montagne derrière, tu n'as pas idée de ce que tu ne connais pas. Ok, la cémentation, c'est un traitement thermochimique qui consiste à faire pénétrer superficiellement du carbone dans un acier, dont le pourcentage de carbone est faible, de manière à avoir après trempe une surface dure. Alors, historiquement, c'est le procédé de fabrication de l'acier par réaction du fer avec du monoxyde de carbone. Cémentation à cœur pour obtenir de l'acier de cémentation. Et l'acception moderne, procédé de métallurgie servant à durcir les aciers par ajout superficiel de carbone, avant une trempe pour obtenir de l'acier cémenté. Donc tu avais la possibilité soit de le faire à cœur, soit de le faire de manière superficielle à l'extérieur. Ok. Les latins adoptent aussi le mot chalybes pour désigner l'acier, le mot sidéros n'étant utilisé que marginalement. Le terme général ferrum, d'origine symétique, désigne le fer par opposition aux autres métaux, quelle que soit la résistance et son utilisation. C'est ce mot qui sera conservé dans les langues romanes. Le Moyen Âge. De manière globale, le terme acier désigne les alliages qui prennent la trempe, c'est-à-dire qui durcissent lorsqu'on trempe dans l'eau, le métal chauffé au rouge. Le terme de fer désigne le métal qui ne durcit pas par trempe. Cette acception, cette acception, reste de nos jours dans les expressions fer forgé ou bien fer plat, fer U, fer I, qui sont des pièces en acier, au sens moderne du terme. Ok, donc au Moyen-Âge, on disait acier pour tout ce qui était alliage à base de fer qui prenait une trempe, et on disait fer pour un métal qui était juste chauffé, et c'est tout, et qui n'était pas trempé. Là, on est sur le rôle de l'oxygène, j'ai pas envie d'aller là-dedans pour l'instant. Métallurgie du fer. Là, on est bon. Eh bien, on est pas mal. Je pense que sur l'histoire des minéraux, plus le fer, plus les fourneaux, ouais, je trouve ça assez cool. Antiquité, l'acier artisanal. Ok. Ce que je peux vous proposer, parce que là, moi, je commence un petit peu à fatiguer, c'est vous proposer l'acier artisanal sur la production de fer en Chine. Et ensuite, on s'arrêtera là. Et on reprendra demain parce que je veux savoir comment on tape sur un bout de fer pour en faire un super acier, sur la fonte et des trucs comme ça. Donc c'est sûr qu'on reprendra demain. Demain à la même heure évidemment. Et là on fait ce petit paragraphe. La Chine. Production de fer, ses transformations en fonte ou en acier. C'est pendant la période des printemps et automnes, donc de 771 à 453 avant Jésus-Christ, bien que le bronze reste le métal dominant et que le fer issu d'une loupe obtenue au bas fourneau apparaît et supplante progressivement le fer météorique. C'est une phrase. Où est où est mon verbe? Ok, donc c'est entre 1700, entre 700 et 400 avant Jésus-Christ que le fer se met à supplanter progressivement tout ce qui était fer météorique ou qui était bronze. La Chine est riche de minerais de fer et l'argile utilisée s'avère être un excellent matériau réfractaire. Avec la mise au point de puissants soufflets, les artisans de l'époque y disposent des techniques nécessaires à la maîtrise de la fusion du fer. Le fait d'ajouter de l'argile, si je dis pas de conneries, vu que c'est réfractaire et que ça va remettre, enfin en gros, ça va être réfractaire, donc ça veut dire que ça va renvoyer de la chaleur,
comme des pierres réfractaires et ce genre de choses, le fait qu'ils aient inventé des soufflets monstrueux, ça a fait qu'ils ont pu atteindre des températures pour la fusion du fer. Il est alors fondu dans des fours de fusion au rôle semblable au cubillo. Le cubillo est un four vertical à fusion des métaux. Mais lorsque le fer chaud entre en contact avec le charbon de bois, il absorbe le carbone contenu dans le combustible jusqu'à en saturer. On obtient alors de la fonte, plus facile à fondre que le fer, homogène et débarrassé des impuretés présentes dans la loupe. Les objets en fonte moulée apparaissent donc très tôt en Chine, peu après le fer. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, la fonte se généralise pendant la période des royaumes des combattants, au cours duquel les outils agricoles et les armes en fonte deviennent très répandus, tandis que les fondeurs emploient des équipes de plus de 200 hommes. En effet, les Chinois comprennent très tôt, 20 siècles avant les Européens, les qualités de ce matériau et développent l'art de la fonderie. Ça veut dire que la fonte, c'est plus facile à faire que de l'acier, parce que tu as juste à rajouter du carbone jusqu'à ce que ça sature. Même si la fonte moulée se généralise, la transformation de la fonte en fer ou en acier est connue. La méthode des sans affinage se développe au IIe siècle, soigneusement décrite. Elle consiste à souffler alternativement par 2 soufflets, de l'air sur de la fonte martelée et chauffée au rouge. Bien conduite, la méthode permet d'adapter la teneur en carbone à la zone de la pièce. Le tranchant des épées est un acier dur, alors que le dos de la lame est en fer. Oh! Donc c'est le soufflet qui adapte la quantité de carbone et donc sur la même lame, tu peux avoir de la fonte. Attends. Sur la même lame, tu peux avoir de l'acier et tu peux avoir du fer juste grâce à ton soufflet. On peut aussi, au point du 5e siècle, la fabrication de l'acier en mélangeant du fer avec de la fonte. Cette méthode, la cofusion de fer et de fonte, impose l'utilisation d'une fonte très pure, exempt d'éléments nuisibles tels que le silicium, le phosphore ou le manganèse. Elle devient courante au 6e siècle. Ces 2 procédés ainsi que leurs nombreuses variantes n'évoluent pas vers une industrie sidérurgique telle que l'Occident moderne l'inventera. A l'inverse, sous la dynastie Han, apparaît une méthode artisanale mais efficace, l'affinage Chao, la saisie dans la poêle. La technique se développe alors, l'industrie du fer est même nationalisée. Les Chinois importent d'Inde et apprennent progressivement, donc entre 618 et 900 après Jésus-Christ, à élaborer des aciers au creuset. On décrit un procédé d'affinage de la fonte en fusion fondé sur le brassage de fonte en fusion avec une terre oxydante, peut-être de la salpêtre. À la fin de la dynastie Qing, donc entre 1644 et 1912, l'affinage Shugang est mis au point. Il consiste à fondre une fonte dans une atmosphère oxydante, puis à la mélanger avec du fer. Coucou Smash, comment ça va? T'es en train d'arriver sur la fin du live et on est sur comment on forge le fer, mais là on était sur la fonte. On est chez les Chinois, on est sur la fonte. Ça reprend demain, on fait la même chose. Mais bon, cet après-midi, il y aura aussi un live de jeu parce que ça manque de jouer à Expédition 33. Ok. Hop. Pour autant, la méthode Chao se généralise. Elle consiste à mélanger des morceaux de fonte avec du charbon de bois en combustion. La combustion est attisée par une injection d'air dans le foyer, dont la conception, généralement un trou dans le sol surmonté d'une coupole, permet de limiter les pertes thermiques. Cette méthode et des nombreuses variantes, parfois tardives, survivra jusqu'au milieu du XXe siècle. Les procédés d'affinage bénéficient d'innovations techniques importantes. Hop, ça on est bon, ça on est bon, ça on est bon. Ils améliorent la ventilation, ils additionnent de la terre noire. La terre noire, il y a du phosphore dedans. Voilà, je suis en train de résumer un petit peu ce que je suis en train de lire. En fait, ils ont fait toutes les techniques pour améliorer les hauts fourneaux. Je vais aller à la piscine, j'ai chaud. Tu m'étonnes. 1 heure de retard, ton rendez-vous santé. L'enfer. L'enfer. Courage. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu vas te mettre au frais. Comme ça, ce sera pile le moment quand je reviendrai de ma pause pour se mettre à jouer. Ok. Et en conclusion, ainsi 1000 ans avant l'Europe de la Renaissance, les Chinois maîtrisent parfaitement la production d'une fonte de qualité ainsi que sa mise en œuvre.
À l'inverse de l'Europe qui se focalise sur la qualité de l'acier, la Chine va développer la production de grandes quantités de fonte que les hauts fourneaux produisent directement à partir du minerai. Mais la production d'acier reste marquée par les contraintes locales. Dans le nord de la Chine, la pénurie du charbon de bois amène avant le IVe siècle à la mise au point de procédés utilisant la houille comme combustible et agent réducteur. Or, il faut éviter tout contact entre le soufre, l'élément fragilisant apporté par le charbon, et le fer. Les Chinois mettent alors au point un procédé consistant à placer le minerai de fer dans des batteries creusées tubulaires, allongées, et de recouvrir celle-ci d'une masse de charbon qu'on fait brûler. Ce procédé qui préfigure les procédés modernes de réduction directe encore nus. Ça, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est. Ok, c'est le minerai qui est chargé avec le charbon dans une enceinte qui est fermée. Et c'est un procédé où les gaz réducteurs sont générés à l'intérieur de la cuve. Ok. Survécu, donc ça, justement, ce procédé-là a survécu jusqu'au XXe siècle. Intégré à l'espace technique chinois, le Japon importe le bas fourneau, appelé tatara, du continent vers le 8e siècle pour la production de tamahagane. Mais le four n'évolue pas en hauteur du fait de la faible perméabilité des sables ferrugineux utilisés. Et le tamahagane, c'est la fraction de qualité supérieure de la loupe métallique issue du tatara des bas fourneaux, donc le fer, des meilleurs morceaux est issu de l'acier traditionnel pour la fabrication de sabres japonais. Ça y est, on a fait un petit lien. Ah, c'est trop cool. Ok, ça c'est super cool. Eh bien écoutez, ensuite là on va passer sur l'Inde. Je vais garder ça. Attendez, je vais faire touc. Voilà. C'est hyper intéressant. On continue demain parce que moi je veux savoir comment on fait, combien il faut de trempes, comment on fait un couteau pour faire son acier. Je trouve ça assez intéressant de savoir qu'en fonction du soufflet que tu mets sur ta lame, tu peux avoir de l'acier d'un côté et du fer de l'autre côté, juste parce que tu as rajouté du carbone. Je trouve ça hyper intéressant. Et on sait comment on a récupéré le cuivre. Donc non, franchement, en vrai, c'est trop cool. C'est trop cool. Est-ce qu'on se trouverait pas un petit raid à faire, une personne qui est en stream? Attendez que je regarde. Alors, est-ce que on a des personnes que je ne connais pas? On pourrait raid. Parce que Vince, je suis tout le temps en train de le raid. On a Rage aussi. Morgane, malheureusement, elle est pas en stream. Attendez, est-ce que je peux avoir quelque chose? Est-ce qu'on a des trucs en IRL? Si vous voulez me faire découvrir des gens, je suis preneuse. Alors, qu'est-ce qu'on a en IRL? Je les connais pas. J'ai pas envie de faire de bêtises en fait. Dans tous les cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à follow la chaîne. Ah bah tiens, merci Lutref. Merci pour le follow. Qu'est-ce qu'on a? En ce moment, on n'a personne en France sur Enshrouded. Ok. Eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire de raid. Moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve. Là, je vais faire une pause et on se retrouve dans tous les cas tout l'après-midi pour faire du Expédition 33. Et le prochain rendez-vous, ça va être combien de fois et dans quoi on trempe de l'acier ou du fer pour pouvoir faire une arme, pour pouvoir faire une lame. Et ça, ce sera demain, pareil, en début d'après. Voilà. Moi, je vous remercie. C'était trop cool. Et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et peut-être à tout à l'heure. Bonne journée à tous.